Et nous avons comme deuxième invité le docteur Azizou Chabi Imorou, maître assistant de commerce, spécialiste en sociologie politique. Il est membre du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local l'ASDEL et du CESPO. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre appel. Alors, pour rappel, cette émission comporte 3 principales rubriques. Nous avons, en dehors du grand débat, qui mobilise les 2 universitaires invités et ici présents dans ce studio, il y aura une chronique qui va nous permettre de saisir davantage et de mieux comprendre le sujet en débat. Cette chronique a été donc réalisée par le professeur Iguin Kakaï. Je signale aussi que les auditrices et les auditeurs peuvent gagner des lots comme des ouvrages en participant par WhatsApp à notre jeu radiophonique dénommé Robbie Ménage. Des ouvrages seront offerts donc aux gagnants et ces ouvrages nous ont été offerts par l'ambassade des États-Unis pour le Bénin et le CESPO. La question du jour est: le Bénin a accédé à la souveraineté internationale par la négociation. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Je répète, la question du jour est: le Bénin a accédé à la souveraineté internationale par la négociation. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Envoyez donc dès maintenant vos réponses par WhatsApp au numéro 94 11 29 09. Je répète le numéro 94 11 29 09. À la technique, Stéphane Makobi, et au micro, vous avez Alain Tosnon et Virgile Ouessou. Bonsoir Virgile, une fois encore. Bonsoir Alain Tosnon. Ok. Alors, professeur Rogadien Tossou, à l'instar de plusieurs pays africains, le Dahomey, aujourd'hui Bénin, est devenu indépendant depuis 1960. Que recouvre fondamentalement ce concept ou la notion d'indépendance? Merci, monsieur le journaliste. Pour comprendre ce concept, le concept d'indépendance, il faut d'abord comprendre celui de décolonisation. Parce que les pays africains avaient été colonisés avant d'être décolonisés pour être indépendants. Ceci dit, la décolonisation est un processus par lequel un peuple accède à l'indépendance. Un peuple cesse de dépendre politiquement de l'État qu'il avait colonisé. Donc le Dahomey, à l'instar de beaucoup de peuples africains, avait été colonisé et le 1er août, 17 pays africains avaient reçu cette indépendance. Donc l'indépendance est synonyme de liberté, d'autonomie. Alors, docteur Aziz Chabi Imorou, le professeur Rogatien Tossou vient de dire que indépendance, cela recouvre la notion d'autonomie et de liberté. Mais est-ce que l'indépendance de ces pays africains sous domination française, est-ce véritablement une souveraineté acquise? Merci, monsieur Ouessou. Je dirais oui, notamment en ce qui concerne les fondamentaux. Parce que depuis le 1er août 1960, disons, la colonisation sous sa forme la plus légitime a cessé. Elle a donc pris fin. Et la colonie du Dahomey, qui était dans un ensemble relativement plus vaste, celle de l'AOF, a cédé place à ce qu'on a appelé l'État du Dahomey, avec ses attributs, son drapeau, son hymne national, ses armoiries, etc. Aujourd'hui, donc, on connaît le Bénin, ancien Dahomey, qui a une identité, qui a des citoyens. On sait aujourd'hui qui est citoyen du Bénin, qui ne l'est pas, et quelles sont les conditions pour avoir la citoyenneté béninoise. Et donc, le Bénin a pris, en quelque sorte, en main son propre destin. Bien entendu, à plusieurs égards, il y a le fait qu'on a tendance à retrouver un certain nombre une perpétuation du système colonial. Et donc, il y a une tendance également à l'extraversion de la plupart des populations dans les anciennes colonies françaises, y compris celle du Bénin. Donc voilà ce que je voudrais dire. Oui, la souveraineté, elle a été acquise parce que la colonisation a cessé sous sa forme la plus légitime. Oui, mais le Mathieu Kérékou, qui était l'aide de camp de Hubert Maga en 1960, dans son témoignage, dans cet ouvrage, la citoyenneté politique au Bénin, élément d'instruction civique, a dit ceci: c'est la France qui a créé l'État Dahomey. Est-ce que ce n'est pas une façon de
de dire que c'est pas réellement une indépendance, c'est pas réellement une souveraineté acquise et que c'est un État sous procuration. Oui, un État sous procuration, vous le dites assez bien, parce que en octroyant l'indépendance aux États africains, je crois la France a essayé quand même de maintenir un certain nombre de choses. Elle s'est retirée formellement, mais en octroyant donc cette indépendance, elle a gardé son influence dans beaucoup de secteurs. L'exemple le plus en débat aujourd'hui, c'est celui du franc CFA, où on retrouve quand même un certain nombre de mécanismes à travers lesquels la France essaye de maintenir sa domination sous, disons, ses anciennes colonies. Cela dit, l'héritage colonial tel qu'il nous a été légué constituait en soi déjà un élément de perpétuation de cela. Donc, le système, disons, le système éducatif, la langue, l'administration, tout cela, c'est des formes de legs qui ont été laissés par le colon et qui constituent, lorsque le colon était parti, disons, la ficelle à travers laquelle les nouveaux États indépendants ont été maintenus dans une situation de dépendance et qui finalement a été vu sous forme d'un élément pour accompagner les nouveaux États indépendants dans leur souveraineté totale. Voilà. Alors, professeur Rogatien Tossou, dites-nous, mais dans certains cas, on parle d'indépendance acquise par la lutte armée. Tout à l'heure, vous avez parlé donc d'indépendance octroyée. Alors, dites-nous, quelle est la différence entre ces deux notions? Ok. Il n'y a pas eu d'indépendance octroyée. Ce qui est octroyé est donné. Donc, nous distinguons deux formes d'indépendance. L'indépendance obtenue par la voie pacifique, c'est ça qu'on met dans la rubrique indépendance négociée, et indépendance obtenue par la violence ou bien dans le sang. Donc, avec les inspecteurs de l'enseignement secondaire depuis 2006, nous avions déjà procédé à cette clarification des concepts. Alors, mais dans les deux cas, est-ce que le symbolisme est le même? Bon, il n'y a pas de symbolisme ici parce que le symbolisme est plus utilisé en art et en littérature. Donc ici, l'indépendance obtenue par la voie pacifique concerne par exemple notre cher pays, le Bénin, donc le Dahomey, qui a eu cette indépendance. Et c'est tout un processus. C'est pourquoi on parle de négociation. Okay. Si on qualifiait cette indépendance d'indépendance négociée, là, on ne voit pas les luttes menées par les intellectuels, les étudiants, les députés qu'on avait envoyés à l'Assemblée nationale française en ce moment. On ne voit pas les trois grandes étapes. Donc, l'institution de l'Union française, la création de l'État dahoméen et, en dernier ressort, l'accession à la souveraineté internationale avec les options panafricaines, donc création de la Fédération du Mali ou création du Conseil de l'Entente, les deux entités dans lesquelles se retrouvait le Dahomey. Donc c'est tout un processus. Ok. Alors si on fait un tour au niveau de l'Afrique, au-delà du Bénin, alors dites-nous, quand on prend, excepté l'Indochine, l'Algérie et plus ou moins aussi le Cameroun et Madagascar, est-ce qu'au regard du processus d'indépendance négocié dans le cadre des pays sous colonisation française, on peut parler d'état de plein droit pour certains nouveaux États indépendants dès le lendemain de la proclamation sous surveillance de la France? Oui, avant cela, puisque mon collègue l'a souligné tout à l'heure, depuis la création de l'État dahoméen le 4 décembre 1958 et avec l'adoption de la première constitution le 14 février 1959, le Dahomey était devenu un État de droit. Le droit international. Le droit international. Absolument. Voilà. Mais, professeur Rogatien Tossou, je suis toujours à vous. Si la date de la proclamation de l'indépendance est restée un événement célébré que vous commémorez chaque année, c'est parce que cette date a été marquée par des faits marquants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques-uns de ces faits marquants de la proclamation de notre indépendance le 1er août 1960? Le premier fait marquant, c'est ce que nous voyons tous les jours, donc le défilé militaire.
le défilé civil. Il y en avait eu le 1er août 1960, ce défilé? Il y en avait eu. Et le chef de l'État, qui était accompagné d'autres chefs d'État de la sous-région, avec les ministres, tout ce qu'il fallait pour que la fête soit belle. Mais la différence, c'est qu'il y avait un représentant de la France. Il y avait un représentant de la France. Pourquoi faire? Le gouverneur qui était là, c'est lui qui progressivement était devenu, et jusqu'à aujourd'hui, l'ambassadeur de la France près le Bénin. Donc la France est partie, mais la France est encore là. Ses yeux sont encore dans la gestion de nos affaires. Et cela continue encore aujourd'hui? Cela continue encore aujourd'hui, parce qu'après la colonisation, il y a eu la décolonisation, et maintenant, à partir de 1960, c'est le néocolonialisme, sous les aspects des aides de l'aide publique, au développement, à travers le FMI et la Banque mondiale. D'accord. Alors, docteur Aziz Chabi Imorou, alors dites-nous, on parle de fête de l'indépendance ou de fête nationale, mais quelle est effectivement, mais comment doit-on qualifier donc cette fête-là? Est-ce qu'on a des raisons de dire que le 1er août est une fête nationale au Bénin? Oui, à mon avis, je crois qu'on a de très bonnes raisons de considérer le 1er août comme étant la fête nationale du Bénin. Parce que imaginez que c'est le 1er août est souvent marqué quand même par une résurgence du sentiment national au sein des populations. Mercredi dernier, en tout cas dans la préparation de cette fête, vous aurez vu tout l'engouement que cela a suscité. Vous aurez vu que c'est le moment le plus important pour les citoyens béninois de montrer leur amour pour le drapeau, pour les couleurs nationales. Et vous aurez certainement remarqué également que dans toutes les communes, que cette fête est célébrée. Et de ce point de vue, je crois qu'il s'agit d'une fête nationale, une fête au cours de laquelle tous les citoyens se sentent concernés, ils se mobilisent et ils expriment, bien entendu, leur sentiment national. Okay. Alors, mais vous l'avez si bien dit, vous avez dit que cette fête a aujourd'hui un caractère national, mais la fête de l'indépendance est devenue aussi une symbolique, mieux encore un rite politique avec des défilés militaires, des défilés civils selon le cas, des manifestations culturelles et sportives. Alors, en quoi c'est un rite, professeur Rogatien Tossou ou docteur Aziz, est-ce que... Oui, c'est effectivement un rite, ou disons plus précisément un rite de passage. Oui. C'est comme l'enfant qui naît et qu'on initie à un certain nombre de choses au fur et à mesure qu'il grandit en âge et qui, à un certain âge, est appelé à se marier, etc. etc. Okay. Donc, cela étant, le rite de passage ou le passage du statut de dominé, de colonisé au statut d'indépendant me paraît comme étant vraiment un rite assez important. Et donc, tout ce qui concerne, tout ce qu'on voit, toutes les manifestations, vous avez parlé tantôt du défilé militaire, oui. Le dépôt de gerbes pour le souvenir au bâti, le discours du chef de l'État pour se prononcer sur l'État, bien entendu, de la nation, les manifestations culturelles à connotation civile, toute la parade militaire qu'on voit, c'est effectivement l'occasion de montrer qu'on a grandi, qu'on a mûri et qu'on est capable aujourd'hui de prendre en main son destin. Mais est-ce qu'on a besoin de faire tout ça, effectivement, à chaque 1er août? Oui, cela apparaît c'est très important pour un État. Parce qu'un État, c'est beaucoup de segments. Et donc, si vous êtes indépendant, il faut bien montrer que chaque segment de l'État est indépendant. Chaque segment de l'État fonctionne. Il faut montrer évidemment qu'on est à même d'assurer par exemple la continuité du service, qu'on est à même de sécuriser les populations, qu'on est à même de fonder son développement sur sa propre culture, qu'on est à même de rendre un hommage à ces martyrs-là, parce que c'est eux qui ont défendu au prix du sang le pays. Donc, de mon point de vue, c'est suffisamment important pour de pareilles occasions
Parce que, comme je l'ai dit, le sentiment national, il est plus fort que tout. Et donc, autant qu'on peut l'exprimer, il faut le faire. Mais docteur Tchabi Morou, vous avez dit que tout ce rite, ça montre qu'on a grandi, qu'on est devenu nous-mêmes. Mais est-ce qu'il n'est pas préférable de parler de fête nationale plutôt que de fête de l'indépendance qui renvoie à un passé quand même pas trop glorieux? Oui, j'ai déjà répondu dans mon propos précédent qu'il s'agit vraiment d'une fête nationale parce que de mon point de vue, le sentiment national, ça se vit à l'occasion du 1er août. Et à cet égard, je crois qu'il vaut mieux parler de fête nationale que de parler de célébration de l'indépendance. C'est vrai qu'on célèbre l'indépendance, mais à ce jour, la seule fête que nous avons et qui apparaît quand même comme la fête qui mobilise tous les citoyens béninois, tous bords confondus, je crois que cela me paraît comme étant le 1er août. Et donc le 1er août est effectivement une fête nationale. Ok. Alors, professeur Rogatien Tossou, on ne peut pas parler de l'indépendance de notre pays sans revenir sur certains événements importants qui ont marqué la vie politique de ce pays depuis 1890 au 1er août 1960, date de l'indépendance. Quels sont les moments forts qui ont jonché le parcours depuis l'occupation française à l'octroi de la souveraineté nationale? Merci, monsieur le journaliste. 1890, ça correspond à la première guerre de résistance du roi Béhanzin du Dahomey contre l'envahisseur français. 1892-1894, la deuxième guerre de résistance. Mais la France était sortie victorieuse et avait créé la colonie du Dahomey Dépendance par décret colonial le 22 juin 1894. Dépendance, c'était les autres territoires situés au-delà du royaume du Dahomey, puisque en ce moment, le royaume du Dahomey s'étendait du fleuve Ouémé, donc au fleuve Mono, et également de l'océan Atlantique jusque vers les collines, donc Savère et Bantais. Dépendance, c'était donc le royaume de Niki, c'était les chefferies du nord, donc les sociétés acéphales de l'Atakora notamment. Donc avec la conquête. Vous n'entendez pas société acéphale? Des sociétés segmentaires où il n'y avait pas un roi qui dominait, puisque avant l'arrivée du colonisateur, il n'y avait pas de royaume dans tout l'Atakora, excepté le royaume de Kouandé et le royaume Kili de Djougou. Donc le royaume de Kouandé fondé par les Bariba, les Batonou, plus connus. Et le royaume de Kili à Djougou fondé par les peuples goulmanchés qui avaient quitté le Burkina Faso. Vous parlez donc du processus de création de ce territoire devenu colonie du Dahomey. Donc ce territoire, cet espace géographique avait été créé par la France, et c'est la France qui avait donné le nom de colonie du Dahomey et dépendance. Donc c'est cette colonie qui a évolué pour devenir le 1er août République du Dahomey. Ensuite, République populaire du Bénin, là, on est déjà dans la révolution du 30 novembre 1975, pour qu'on revienne encore en 1990 avec la conférence nationale des forces vives sous l'appellation République du Bénin. Alors merci. Alors dites-nous, mais on connaît le Bénin comme aussi l'enfant malade de l'Afrique. C'est ainsi qu'on désignait ce nouvel État devenu indépendant de 1963 à 1972 avec une instabilité politique animée par des coups d'État réguliers. Est-ce que cela est dû à un échec de passage de témoins entre la métropole et un pays victime de son patrimoine intellectuel trop riche, peut-être, alors, ou probablement considéré comme menaçant pour la France? Ou bien est-ce que c'est le fait d'une crise de confiance ou des intérêts égoïstes des acteurs politiques d'alors? Docteur Aziz Tchabi Morou.
Ok, merci M. Tosuno. Je crois qu'en tout et pour tout, de 1960 à 1972, en termes de coups d'État ou de tentatives de coups d'État, le Bénin en a connu une douzaine. Et donc c'est à juste titre qu'il était considéré comme l'enfant malade de l'Afrique. En moyenne, tous les 2 ans, il y avait un coup d'État. 1963, 1965, 1967 et 1969 et le dernier coup d'État 1972. Alors, peut-être à titre pédagogique, puisque l'émission est aussi à une vocation pédagogique. Vous faites bien de le rappeler que c'est une émission à caractère pédagogique et que c'est vrai que c'est une émission politique, mais elle a ce caractère pédagogique, elle contribue à la formation du citoyen. Alors, merci de le rappeler. Le coup d'État de 1963, il y avait donc un contexte qui est marqué par 2 événements majeurs. Le premier, c'est la construction du palais de la République. Et le second, c'était ce qu'on a appelé l'affaire Boïki, du nom d'un député béninois qui a été accusé de meurtre. Il a été inculpé, puis relâché. Alors, la construction du palais de la République était jugée inopportune par un certain nombre de fonctionnaires, de travailleurs qui s'étaient réunis au sein de l'UGTD et qui donc ont conduit et qui a conduit à un soulèvement populaire. Et ce soulèvement populaire a amené le colonel, donc il était colonel Christophe Soglo, chef d'état-major des forces aériennes, à mettre fin au pouvoir du régime Maga, donc au pouvoir de ce premier président que nous avons eu. Et donc 1963, Hubert Maga s'en va par coup d'État. Et donc le second coup d'État, c'est celui de 1965. Là également, c'est une grève générale qui a éclaté après la décision du gouvernement d'instaurer ce qu'il a appelé une taxe de solidarité de 20% et de réduire de 25% les salaires des travailleurs. Les militaires ont profité donc de cette situation et ont mis fin au régime de la coalition Apiti-Aomadegbe pour confier à nouveau le pouvoir au général, donc au colonel Soglo, devenu en temps général. Et celui-ci prend le pouvoir le 30 décembre 1966. Et en 1967, les jeunes cadres de l'armée ont obligé leur général lui-même à leur remettre le pouvoir et ont confié ce pouvoir au président Émile Dernes Zissou, qui a pris les rênes, donc les fonctions de président de la République en 1967. Mais 1969, le régime Zissou prend également beaucoup de mesures d'austérité contre des fonctionnaires à une époque où les salaires constituaient vraiment la colonne vertébrale du système de redistribution des richesses à travers tout le pays. Et donc une grève s'en est suivie et a affaibli le régime Zissou et a facilité par la suite son renversement par les militaires en 1969. Et en 1969, le triumvirat a été instauré, donc sous forme de présidence tournante. Et c'est ce triumvirat-là, c'est à ce triumvirat que le général Mathieu Kérékou a mis fin en octobre 1972. Il faut dire globalement que les nouveaux dirigeants ont hérité d'un pouvoir qui venait de faire l'objet de beaucoup de contestations. C'est-à-dire que le colonisateur, la France elle-même, a été confronté pendant de longues périodes à des soulèvements, à de contestations populaires, notamment en ce qui concerne les inégalités qui concernaient les traitements des travailleurs selon qu'ils soient de nationalité française ou de nationalité béninoise. Et donc les nouvelles élites qui avaient hérité ou qui avaient pris le pouvoir, ces nouvelles élites étaient considérées comme étant des élites qui sont là pour perpétuer le système colonial, le système d'injustice qui a été instauré par le colonisateur. Et donc cela a fait que, à plusieurs égards, les soulèvements n'ont pas cessé. Et c'est de ces soulèvements-là qu'ont souvent profité les militaires pour faire échouer les régimes. Et donc quand on se réfère au motif des contestations qui ont précédé bien entendu les coups d'État, on s'en rend bien compte que, comme vous le dites, c'est effectivement un problème lié à l'intelligentsia, mais c'est aussi en partie un problème lié, bien entendu, à la façon dont les nouvelles élites ont géré l'héritage ou ont géré les citoyens, les communautés. Alors merci beaucoup. Je rappelle que les auditeurs peuvent appeler au numéro suivant 65 00 24 24 21 33 84 19 pour les appels téléphoniques sur cette émission. Alors
Professeur Rogatien Biaou, dites-nous, pendant la période révolutionnaire, la commémoration du 1er août a disparu pour laisser place à la célébration des Trois Glorieuses chaque 30 novembre comme fête nationale. Est-ce que la révolution a raté l'occasion de restaurer ce qui aurait pu l'être entre 1960 et 1972? Merci, cher ami journaliste. La révolution n'avait pas raté l'occasion. Les Trois Glorieux, donc les trois grandes dates qui permettaient de comprendre la gestion politique sous le gouvernement militaire révolutionnaire entre 1972 et 1990, s'articulent autour des trois dates, donc le 30 novembre 1972, qui correspondait à la proclamation, à l'adoption du discours-programme, et puis de la politique nouvelle d'indépendance nationale. La deuxième grande date, c'est celle du 30 novembre 1974, où à Goro, le marxisme-léninisme avait été adopté comme idéologie du pays et le socialisme comme voie de développement. Il faut attendre le 30 novembre 1975 pour que le parti de la Révolution populaire du Bénin, donc le PRPB, voit le jour, et pour qu'on change également la date de la fête nationale, donc du 1er août au 30 novembre désormais. C'est encore à cette date-là, du 30 novembre 1975, qu'on avait changé le drapeau qui existait. Donc, voilà, pour ainsi dire, les trois drapeaux tricolores, on a changé pour devenir le drapeau vert avec l'étoile rouge. Dans l'angle frappé d'une étoile rouge dans l'angle supérieur gauche. Alors, merci, professeur Rogatien Biaou. Je rappelle toujours les numéros pour les appels. Il s'agit des numéros 65 00 24 24 et le numéro 21 33 84 19. Mais en attendant les appels, nous allons écouter dès à présent la chronique réalisée par le professeur Iguin Kakaï, qui va nous permettre davantage donc de mieux comprendre donc le thème de cette émission. Merci. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. À l'instar d'autres pays d'Afrique et du monde, le Bénin est un pays indépendant depuis le 1er août 1960. Il s'agit d'un changement politique qui affecte durablement la vie publique d'une nation. Dans le contexte africain, par indépendance, il faut entendre le processus par lequel un État en situation de coloniser acquiert son autonomie relative. La plupart des États africains colonisés par la France sont devenus indépendants au cours de l'année 1960. C'est l'année des indépendances africaines. La colonie du Dahomey avait été érigée en république du Dahomey en décembre 1958, puis en État indépendant le 1er août 1960. Mais s'agit-il d'une indépendance politique, d'une indépendance économique? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des poches de dépendance dans l'Afrique indépendante. L'implication de la métropole dans les processus politiques et économiques, l'aide au développement, la fuite des cerveaux, le mimétisme de l'Occident sont des facteurs explicatifs d'une indépendance sous contrôle des puissances étrangères. Or, l'indépendance en 1960 avait suscité un rêve, une euphorie. Au fil du temps, cette indépendance est devenue une fête nationale. Elle est célébrée le 1er août de chaque année. Le 1er août 1960, le drapeau tricolore français bleu, blanc, rouge cède la place à un autre tricolore vert, jaune et rouge. L'aube nationale, enfant du Bénin debout, est chanté officiellement pour la première fois. Ce fut le symbole de l'accession à la souveraineté internationale. Toutefois, très vite, l'euphorie de l'indépendance tourne à la désillusion car des problèmes d'ordre politique, économique et social surgissent. Les premières années de l'indépendance ne se sont pas déroulées sans des contraintes politiques liées à des conflits régionalistes et ethnocentriques, entraînant une profonde crise identitaire et un malaise
sociale. En somme, on assiste à un découpage tripartite de la géopolitique nationale, c'est-à-dire que les trois leaders, Hubert Maga, Justin Ahomalegbe et Sourou Migan Akweti, se partagent les grandes régions du pays. Entre 1960 et 1972, le Dahomey connaît donc une véritable instabilité politique due à la déchirure ethnique. Ainsi, aucun président de la République n'a pu achever un mandat constitutionnel pendant ces 12 premières années. Des soulèvements populaires et des coups d'État venaient établir un nouveau ordre, lui-même source d'un désordre politique ethnicisé et surtout ethno-régionaliste. Au cours de la période révolutionnaire, la fête de l'indépendance qui fait penser à l'impérialisme français s'est estompée au profit des temps glorieux de la révolution populaire. Grâce à l'avènement de la démocratie dans les années 1960, la fête de l'indépendance est devenue une symbolique, un rite politique. Sur un espace politique retenu par le gouvernement à Cotonou, notamment la place de l'Étoile Rouge, ou dans une autre ville du pays, l'on procède à des manifestations militaires, culturelles, artistiques et sportives. Très souvent, après un dépôt de gève, le chef de l'État fait l'ouverture du défilé militaire et du défilé civil qui des fois n'est pas lieu. Le protocole d'État ne retient pas toujours le défilé civil dans l'organisation de la fête nationale. Cette fête est aussi célébrée dans tous les départements par les préfets et dans toutes les communes, dans toutes les municipalités par les maires. Toutefois, toute l'indépendance est souvent réduite à une fête, à une célébration de drapeau. Autrement dit, on pourrait parler d'une forme de théâtralisation. De même, un bilan de 58 ans d'indépendance du Bénin révèle que le progrès n'est pas accompli sans des fissures aussi bien au plan économique, politique, environnemental, culturel et technologique. Notre économie en développement est tournée vers l'extérieur sous une emprise des institutions de Bretton Woods et constamment assoiffée de l'aide au développement. Au plan politique, les pratiques politiques font montre d'une démocratie en mal d'alternative où la désaffection citoyenne s'érige lentement en valeur universelle. Par ailleurs, l'indépendance du Bénin est le moment idéal pour nous de nous interroger sur l'idéal type de citoyen que la société béninoise entend collectivement former. Les symboles nationaux autour desquels on peut structurer le fait national s'effritent ou disparaissent au point que le citoyen est obligé de naviguer à vue. La monétarisation des rapports sociaux et des rapports politiques en particulier, l'ethno-régionalisation des espaces sociaux, la quête permanente de culture civique non encore programmatique font que l'idée de patrie est de plus en plus atténuée. On me dira que le citoyen des temps contemporains est postmoderniste, mais il peut l'être tout en étant attaché et rattaché à des valeurs qui fondent le vouloir vivre ensemble, le désir de créer une communauté où le citoyen se sent intégré. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Voilà, c'était là la chronique du professeur Higuin Kakaï que vous avez suivi tout à l'heure. Mais docteur Aziz Imorou et Tchabi Imorou, c'est cela, hein? Je reviens encore vers vous. Le professeur Higuin Kakaï, dans sa chronique tout à l'heure, parlait de division ethnique avant et au cours des premières heures des indépendances. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une évolution? Merci, cher ami Wessou. Je voudrais, peut-être avant de venir sur cette question de division ethnique, parler disons, de la célébration ou du remplacement de la succession du 1er août 1960 par le 30 novembre, ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses. Il faut dire que c'était également des occasions de réjouissance populaire et les Béninois citent ce moment-là en exemple pour montrer à quel point le sentiment national était fort, pour montrer à quel point, disons, il y avait cette volonté de compter sur ses propres forces. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de slogans qui se référait à cela. Et donc, cette célébration est simplement partie, puisqu'elle avait que des bases idéologiques, cette célébration est partie avec l'idéologie marxiste. Donc, elle s'est effacée au lendemain de la conférence des forces vives de la nation. Maintenant, pour en revenir à la question sur les bases, disons, sur les clivages ethniques, pour ainsi dire, ou disons sur un certain nombre de sentiments d'ethnicisation du comportement politique des Béninois, je dois dire que cela a été pendant longtemps un des faits marquants, un des cancers, disons, de la politique autant coloniale ou autant postcoloniale. Parce que
au-delà du sentiment national qui a caractérisé un certain nombre de regroupements, dans les faits ou dans les mobilisations, les divergences ethniques sont vite apparues. Mais ces dernières années, il y a quand même beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Et ces avancées sont liées au fait à un certain nombre de dispositions constitutionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui, même si il y a une tendance à la régionalisation, le sentiment ethnique s'est effrité parce que le peuple béninois est un peuple de grand brassage. C'est un peuple de grand brassage. Nous avons beaucoup de groupes socioculturels au Bénin, une centaine donc d'ethnies qui finalement arrivent quand même à communiquer entre elles, à s'unir au sens, disons, au sens biologique du terme. Et bien entendu, la coexistence des ethnies est aujourd'hui un fait. Et donc, c'est des choses qui sont en train de disparaître. Il faut dire que c'est des attitudes qui vont disparaître avec le temps. Ces changements seront assez lents, mais entre 1960 et aujourd'hui, 58 ans d'indépendance, je crois qu'il y a du chemin qui a été parcouru, et à cet égard, il y a quand même des avancées dans cela. Et c'est en cela que je disais tantôt que le sentiment national est aujourd'hui en train de prendre le pas sur les clivages ethniques. Mais il y a eu quelque chose, il y a une certaine valeur qu'on a quand même perdue, notamment le respect du drapeau national. Est-ce que vous faites le même constat ou quelle analyse cela vous inspire? Oui, en ce qui concerne le respect du drapeau national, je crois que dans la période révolutionnaire, le civisme ou le comportement civique avait beaucoup plus mis l'accent sur le salut au drapeau, sur le respect des couleurs nationales, sur un certain nombre de valeurs, de valeurs liées bien entendu à l'État qu'on a transmis à beaucoup de générations. Et par la suite, il y a eu un peu d'effritement. Et je crois que depuis quelques années, il y a un retour. Alors, il faut dire que le Béninois, ça c'est un constat personnel que j'ai fait, il salue beaucoup plus le drapeau lorsqu'il n'est pas dans son pays. C'est-à-dire, quand le Béninois est à l'extérieur, il est fier donc, de son drapeau, il est fier du drapeau national, que quand il est à l'intérieur de son pays. Mais je crois que là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de travail à faire pour que les Béninois respectent les couleurs nationales. Et chaque fois qu'ils se retrouvent dans une situation où ils doivent incarner, où ils doivent défendre les couleurs, qu'ils puissent bien entendu se donner le maximum d'eux-mêmes. Dans certains pays, ce qu'on voit est plus fort que ce qu'on voit chez nous, et donc on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a été relâché à un certain moment, et donc il faut pouvoir reprendre les choses en main. Okay. Je rappelle que les auditeurs peuvent appeler dans cette émission au numéro 65 00 24 24 et au numéro 21 33 84 19 pour les appels. Mais voilà, je crois qu'il y a un appel en ligne. Oui. Ouais, il y a un auditeur qui est en ligne. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, à qui avons-nous l'honneur? C'est Kenneth Egan, oui. J'appelle depuis Fidrousset. Ouais. Alors, monsieur Kenneth, quelle est votre question? Oui, d'abord, permettez-moi de saluer chaleureusement les deux professeurs avant de leur demander de m'expliquer. Vu que la prospérité économique du Bénin peine à décoller, que le pays continue à son ancien maître, est-ce que l'indépendance et cette dépendance, j'allais dire, ne permet pas de remettre en cause la souveraineté du pays? Et aussi, les professeurs ont parlé, ils ont évoqué la question du franc CFA, de la langue française que l'ancien maître nous a laissé. Est-ce que toutes ces choses, tous ces éléments ne permettent pas aujourd'hui de donner raison à ceux qui qualifient l'indépendance du Bénin d'indépendance sur papier pour dire que c'est la France qui dirige encore tout? Merci, monsieur Kenneth.
Alors, professeur Rogatien Biao, la question de M. Kenneth est bien claire. Rogatien Stossou, bien sûr. La question est bien claire. Est-ce que cette indépendance, cette dépendance ne remet pas en cause la souveraineté? C'est-à-dire, est-ce que c'est réellement une souveraineté? Docteur Aziz Tchabé Imoro, vous commencez en attendant que le professeur revienne à la rescousse. Ok, merci. Je remercie l'ami auditeur qui a posé cette question. Effectivement, à plusieurs égards, on a l'impression qu'en termes de souveraineté, qu'on a beaucoup de chemin à parcourir. C'est vrai pour le domaine économique, c'est aussi vrai pour beaucoup d'autres domaines, au niveau des domaines dans lesquels nous avons encore besoin, disons, d'être accompagnés, des domaines où on a l'impression que nous sommes encore tenus par un certain nombre de liens historiques. J'avais dans mes propos cité le cas du franc CFA. Est-ce que cela ne remet pas en cause la souveraineté des États? La réponse est non, puisque j'ai dit la souveraineté, la colonisation en elle-même, sous sa forme légitime, a disparu. Et donc, c'est les États qui décident de leur propre chef d'adhérer à un certain nombre d'accords, à un certain nombre de mécanismes, de dispositions qui leur permettent d'assurer leur développement. Il faut dire, entre le début de la colonisation et aujourd'hui, c'est quoi? Si on situe le début à 1890, aujourd'hui nous sommes en 2018, il y a 128 ans qui se sont écoulés, dont 70 ans de domination. Et donc, c'est le reste du temps, donc 58 ans, qui constitue aujourd'hui le temps, disons, de souveraineté, le temps où on a montré qu'on a grandi. Et donc, quelqu'un qui est souverain, on a tantôt parlé de rite de passage, quelqu'un qui est souverain, qui est né donc, on suppose que l'État béninois est né en 1960, à partir de cet instant, il a besoin de grandir. Faut-il laisser un nouvel État né grandir tout seul ou faut-il l'accompagner? Je crois que la question se pose à ce niveau-là. Et donc, au lendemain de l'indépendance, il fallait des mécanismes d'accompagnement qui ne remettent pas vraiment en cause cette souveraineté. Alors, on a un auditeur en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi, c'est Martial Akblon. Bonsoir, Martial. Monsieur Martial. Oui, comment vous portez? Nous allons bien. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, est-ce que j'ai une question? Je voulais d'abord dire merci aux deux professeurs qui sont dans votre studio. Et j'ai peut-être un apport à cela, parce qu'ils ont fait un développement cohérent et très bien, qui m'a vraiment plu. Moi, je voulais mettre un peu l'accent sur le 4 décembre 1958, dont ils ont parlé. D'accord, allez-y. Il y a la date qui a donné une sorte de pré-indépendance à l'État Dahomey au niveau du droit international. Je me dis pourquoi on ne peut pas mener la fête de soi-disant indépendance à cette date-là, 4 décembre, au lieu de parler de 1er août. Pour moi, qu'on devait sauter. Je suis particulièrement rigoureux là-dessus. Il faut sauter ces verrous-là. C'est des folklores parce que nous n'avons pas eu d'indépendance. Ils ont développé. Sur le plan économique, nous n'avons rien. Le 1er août, nous avons vu le chef de l'État en costume. Et tout le monde est en costume. Je voudrais voir mon président peut-être ces jours-là, ces jours de fête en tenue locale pour montrer combien de fois, sur le plan culturel, nous avions des atouts, nous avions des capacités. Ce n'est pas le cas. Et sur beaucoup d'autres plans, je ne vais pas revenir parce que si je vais rentrer dans ce débat-là, on ne va pas s'en sortir. Non, nous avons dit cette émission elle est politique, mais on ne commente pas l'actualité politique. Elle contribue vraiment à former le citoyen. Est-ce que vous voyez? Alors, est-ce que vous voulez finir rapidement? Oui, je voulais finir en disant, j'aurais voulu que peut-être les périodes révolutionnaires ont également mis l'accent autour de ces fêtes-là. Les professeurs ont parlé déjà de 1975, les Trois Glorieuses, qui autour de la fête se manifeste la productivité. Pour moi, quand on parle de fête,
que ce soit les fêtes de fin d'année ou les fêtes politiques d'indépendance ou de je ne sais quoi, qui sont les fêtes nationales, on devrait tourner autour de ce que nous avions fait en tant que citoyens, individuellement et collectivement. Qu'est-ce que nous avions fait pour changer, ne serait-ce que le premier besoin le plus fondamental, se nourrir. Qu'est-ce que nous avions fait en tant que professeur, en tant que ministre, en tant que chef d'État? Qu'est-ce que nous avions fait pour que au moins, nous puissions changer notre capacité alimentaire, c'est-à-dire notre niveau de productivité? Regardez peut-être la production du coton, par exemple. Ouais, voilà, nous avons compris. Merci beaucoup, Monsieur Martial. Alors, on revient sur cette émission. Est-ce qu'il y a encore un autre appel? Alors, nous avons écouté Monsieur Martial qui dit, est-ce que pour lui, on devrait ramener la célébration, donc la fête nationale, au 4 décembre 1958, parce que pour lui, c'était une date qui marque la pré-indépendance. Est-ce que vous partagez son avis, professeur Rogatien Tossou? Parfaitement. Parce que c'est le 4 décembre 1958 que l'État dahoméen a été créé. Et à côté ici, au Togo, c'est le 27 avril qu'ils fêtent leur indépendance, donc la fête nationale. Oui. Bon. Mais comme nous avions choisi le 1er août, la date de l'accession à la souveraineté internationale, c'est purement politique. Alors, donc ça veut dire qu'un jour on pourrait revenir là-dessus, vous pensez? Il peut revenir là-dessus. Ok. Alors, donc, oui, allez-y. Monsieur Kenneth a raison, parce que le développement se fait dans sa propre langue. La Chine a été colonisée. Le Japon a été colonisé. Mais nous continuons, comme mon collègue l'a souligné tout à l'heure, par parler la langue française. Est-ce qu'on peut se développer dans ces conditions? Il y a une multitude de langues au Bénin. Comment peut-on faire pour ne parler qu'une ou deux? C'est compliqué. Ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Comme au Burkina Faso. Au Burkina Faso, c'est la langue morée qui domine. Et ici, en 1990, on avait demandé de traduire la constitution dans les 6 langues retenues par les professeurs de linguistique. Donc, on peut revoir cela. Et quand vous prenez les résultats du recensement général de la population et de l'habitation, vous constatez que le groupe ethnique Fon et apparenté, ce groupe ethnique fait plus de 40% de la population nationale. Ensuite, c'est le groupe ethnique Adja et apparenté avec 15,73%. Et on descend, donc les Yoruba et apparentés, Batono et apparentés. Donc, une langue finira par s'imposer au Bénin. Alors, donc, on va l'espérer. Alors, docteur Azizou, très rapidement, et M. Martial a dit que la célébration du 1er août ou de la fête nationale devrait être un moment de célébration de la productivité. Est-ce que vous partagez son avis? Parfaitement, et je crois que c'est ce qu'on tente de faire. C'est ce que tentent de faire les gouvernants. J'ai dit, dans cette célébration, il y a un fait marquant qui passe parfois inaperçu, parce que le défilé militaire et civil est celui qui prend plus... auquel les populations ont le plus accès. Sinon, le discours du chef de l'État à la nation, c'est un discours qui fait globalement le point du chemin qui a été parcouru, du niveau auquel on est en termes de développement sur tous les plans. Et donc, à cet égard, c'est dans ce discours-là qu'on devrait retrouver les éléments qui montrent clairement quels sont les aspects sur lesquels on considère aujourd'hui que nous sommes suffisamment mûrs, que nous sommes suffisamment indépendants. Alors, il a soulevé également la question de l'extraversion des citoyens. J'ai l'habitude de dire à mes amis, écoutez, on utilise la langue du colon. Le niveau d'aliénation, nous sommes allés très loin dans le niveau d'aliénation. Ça va être suffisamment compliqué pour revenir en arrière. La question de la langue, pour qu'elle puisse s'imposer, le professeur Rogatien Tossou a dit, les fonds apparentés pourraient s'imposer. Le fonds peut s'imposer comme étant la langue nationale, pour peu que c'est le groupe le plus dominant. Mais toujours est-il que le niveau d'aliénation est tellement
très poussée, au point où je me demande comment, par exemple, notre bureaucratie, notre administration peut fonctionner, par exemple, en langue franc. Pour y arriver, il faut faire beaucoup de casse. Pour y arriver, il faut beaucoup de réformes. Et ces réformes-là, sommes-nous prêts à affronter ces réformes aujourd'hui? Là reste la question. Donc l'extraversion, elle est là, elle est réelle, mais elle ne nous empêche pas vraiment, de mon point de vue, de répondre aux défis de notre époque. D'accord, merci. Vous l'avez compris, le temps est allé vraiment vite. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de notre émission Savoir politique. C'est tous les dimanches en 15 de 17h à 18h. La prochaine émission portera sur la Constitution. Merci donc de prendre le rendez-vous. Bonsoir sur vous. Merci. Merci.